Donc bienvenue à Lumi. Lumi, comment tu vas? Hop, le micro. Désolé, toi t'as pas de pied. Il y a que moi. Comment tu Pas vas? de souci. Ça va. Enfin, bon, bah, c'est une journée particulière quand même. Bah ouais. Donc, donc voilà, c'est vrai que j'ai suivi un petit peu ce matin. Enfin, j'ai essayé de suivre. Alors moi, j'arrive de Lyon, donc Ouais. j'étais dans le train, donc j'ai pas pu tout capter, mais un peu les matinales et tout ça, voir comment tout ça s'est traité. Ouais. Et voilà. Ok, très bien. T'es sur Paris là, tu bosses, blast, off, tout ça, ça bosse dur? Ouais, bah, en fait, pour cette journée justement du 7 octobre, du coup, j'étais à Blas juste avant pour parler, bah, voilà, de qu'est-ce qui s'est passé en un an, etc. Et voilà, c'est vrai que moi, mon angle, ça va être plus justement le traitement médiatique auquel on a droit depuis un an en France sur bah, tout ça et surtout ce qui se passe voilà, par rapport aux Palestiniens, etc. Et puis aussi, bah, j'ai fait une émission il n'y a pas si longtemps sur la vente d'armes de la France à Israël. Et alors, vente plus exactement de matériel militaire. Composants, ouais. Mais et donc voilà, et donc du coup voilà, c'était un peu, j'interviens un peu sur ces sujets aujourd'hui. Et Bah, c'est trop cool parce que c'est exactement les deux sujets dont on va discuter ensemble. D'abord le traitement médiatique, et puis ensuite on va revenir sur le nouveau format de off de cette enquête de Disclose, je crois, sur la vente d'armes. Disclose et Mars Actu. Ouais. Disclose et Mars Actu. Et après il y en a même. Bah oui. Enfin, Il y a eu voilà, Mediapart aussi qui a mis une pièce aussi dans la récemment, Mediapart voilà, nous a donné des rapports auxquels normalement on aurait dû avoir accès depuis le mois de juin et qui nous sont toujours cachés, qui ne sont toujours pas disponibles pour le public. Parce que normalement, c'est même pas seulement pour les députés, les journalistes, etc. Nous aussi, on devrait pouvoir savoir qu'est-ce que notre pays, notre gouvernement fait, qu'est-ce que nos armées font, qu'est-ce qu'on livre, etc. Et depuis le mois de juin, ça s'est bloqué. Et donc, Mediapart a sorti ces rapports-là, mais officiellement, ils sont pas sortis. On rediscutera de tout ça juste après. Pour l'instant, on va un peu s'intéresser au traitement médiatique. Tu disais ce matin, tu as commencé un petit peu à regarder les matinales, ça. Moi, j'ai regardé les unes de quelques-uns des journaux. Et en les regardant, ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait pendant la fête de l'UMA, où tu disais que quand on montrait la guerre, en fait, on montrait beaucoup de ruines, de bâtiments détruits, etc. Et que c'était très difficile de montrer des visages, de raconter une histoire. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as aussi remarqué là ces derniers jours au moment du 7 octobre? Ah oui, ça a été assez flagrant. Alors, on a quand même eu une exception. C'était le vendredi 4, si je dis pas de bêtises. Le JT de France 2 a fait exceptionnellement un grand format pour parler des Palestiniens et cette fois, effectivement, leur donner la parole, raconter leur histoire, montrer leur quotidien. Mais c'était vraiment une exception. Après, voilà, bon, parfois, ils ont aussi pas vraiment le choix, qu'au bout d'un moment, il faut bien quand même faire semblant. Mais ça, voilà, je le note quand même. Après, c'est vrai qu'autrement, on a quand même eu, donc depuis aussi qu'Israël a attaqué le Liban, par exemple, il y a 8 soldats israéliens qui ont été tués. Et alors, on a eu droit, par exemple, sur BFM TV, également sur le JT de France 2, et peut-être sur d'autres, mais que j'ai pas forcément vu, au portrait de ces Israéliens, de ces soldats. Voilà, qui étaient jeunes, etc., etc. Mais voilà, ça reste des soldats. Et effectivement, du côté des civils, de tous les morts civils au Liban, et en Palestine, enfin voilà, on n'a pas, en tout cas moi j'en ai pas vu, il y en a peut-être eu, j'espère, mais de portraits. Alors là, je parle surtout des médias audiovisuels privés et publics, plus que dans la presse écrite, mais bon. Ça, c'est un peu sur les 1 an du conflit, sur vraiment cette date du 7 octobre. Je sais que par exemple, nous, à l'Humanité, on a décidé de faire une sur la paix. Est-ce que toi, tu as remarqué des choses? En fait, voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Ce terme de paix, je l'ai vu nulle part dans les unes des différents journaux, alors qu'on pourrait imaginer que c'est l'objectif de tout le monde, de toute la société civile, la paix, enfin de tout le monde, non pas de tout le monde, d'accord, mais de nous, voilà, de la plupart des citoyens. C'est Amnesty International qui disait que je crois que c'est 90, enfin si on leur demandait leur avis, 90% des Français souhaitent qu'on arrête de vendre, justement par exemple de vendre des armes, etc. pour si il y a des risques que ça impacte des civils, des populations civiles. Donc oui, la très grande majorité des personnes, effectivement, nous on a tous tout ce qu'on souhaite, c'est effectivement que tout ça s'arrête. Et après, c'est vrai que comme en tout cas dans les discours médiatiques, c'est pas du tout ce qui est dit. D'ailleurs, très souvent, quand il y a un petit peu des intervenants spécialistes qui arrivent sur des plateaux, dernièrement, ils vont dire Israël n'a pas d'autre choix que de répliquer. Ils vont devoir, par rapport à l'Iran, du coup, c'est vrai que comme la situation est complexe, parfois on mélange. Donc oui. En gros, il n'y avait pas la possibilité que l'Iran aurait donc réalisé entre guillemets sa vengeance et puis ça s'arrête là.
absolument tous les spécialistes, on va dire, ou les journalistes qui intervenaient, disaient non mais là, ils sont obligés de répliquer, il n'y a pas le choix. Et je crois que c'est le Parisien même qui avait titré il y a quelques jours que donc Netanyahou avait sa cote de popularité qui remontait, et il y avait carrément écrit la vengeance du phénix. Oui, j'ai vu ça, ouais. Donc ça, c'est la journaliste Siam Asbag qui avait demandé sur son Twitter est-ce que vous avez vu en ce moment des titres de journaux assez remarquables, on va dire, et effectivement celui-ci c'est quand même... Et donc on remarque quand même que nos médias effectivement encouragent presque une riposte comme il l'avait fait après le 7 octobre en disant mais de toute façon là il faut absolument qu'Israël se défende, il faut il faut frapper, bombarder les Palestiniens, etc. Et ça effectivement il n'y a pas très peu de voix en tout cas médiatisées qui vont dire bah non mais là on arrête cette escalade justement, il faut que ça s'arrête. Et... Mais c'est vrai que c'est un peu le côté inéluctable. Oui, totalement. On a l'impression que ça ne peut pas se passer autrement. On parlait un petit peu de la représentation dans les sujets des civils. On a trouvé avec Raph tout à l'heure ce sujet de France 24 qui parle du soir du bombardement de l'Iran, là, de son missile, et en même temps, pendant la même soirée, il y avait l'attentat à côté d'un tramway, là où il y a eu des civils aussi décédés en Israël. Et on regarde ensemble. Peut-être mets le casque, sinon tu vas pas entendre. D'effroi hier. Et on en discute après parce que ça parle pas mal de ce dont on a hier dans les rues de Jérusalem. Alors que le dôme de fer entre en action face aux missiles iraniens, les sirènes retentissent. Consigne est donnée aux habitants de se mettre à l'abri. En quelques instants, les rues, les terrasses des cafés et des restaurants se vident. Alors, c'était inattendu, du moins pour moi. Je pense qu'il y avait un certain chaos. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Dans les abris, certains habitants cèdent à la panique, d'autres se réfugient dans la prière. Partout dans le pays, les mêmes scènes et les mêmes témoignages. On s'est retrouvés, je sais pas, 30, tous les voisins, les chiens, les gosses qui pleurent, mes filles, la petite qui n'était pas vraiment rassurée. Et surtout, à l'extérieur, énormément de boum. C'était fou. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous devons aller dans l'abri. Ce n'est pas la première fois que nous sommes attaqués. Mais là, nous entendions les bombes. Il y en avait partout. Au nord de Tel Aviv, loin des abris, les conducteurs circulant sur cette autoroute s'arrêtent sur les bas-côtés et trouvent refuge sous les ponts. 1 heure après l'attaque, l'armée autorise les habitants à sortir des abris et découvrir les dégâts causés par l'interception des missiles. Alors on a choisi ce reportage parce que ça nous semblait assez intéressant que justement l'angle qui a été choisi par les journalistes, c'est l'angle très empathique. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui racontent, etc. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément un problème ce traitement-là, mais c'est toujours étonnant de voir la différence de traitement là pour des civils israéliens. Il n'y a pas du tout, très peu, ce genre de traitement, ce genre d'angle choisi quand on parle de la Palestine, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du Liban. Alors on pourrait se dire oui, mais dans la bande de Gaza, en fait, il n'y a pas de journalistes internationaux, donc ça c'est pas possible. Mais en Cisjordanie, ce serait possible. Au Liban, ce serait possible. Oui, en plus, même si c'est un peu glauque dit comme ça, mais en plus il y a eu un nombre de morts bien plus élevé, il me semble, ce même jour au Liban. Donc effectivement, c'est un peu toujours l'angle qui est choisi par la plupart des médias, c'est effectivement beaucoup d'empathie, et comme tu dis, c'est très bien, c'est important de montrer ça, et d'ailleurs ça devrait être le cas pour tous les pays. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours cette impression qu'on ne peut ressentir de l'empathie, nous les pays occidentaux, qu'avec Israël, et que effectivement, quel va être l'intérêt d'aller ressentir justement de l'empathie pour d'autres peuples et d'autres pays qui sont toujours un peu suspects finalement, parce qu'il y a toujours évidemment dans la plupart des rédactions quand même cet inconscient raciste ou qui ne prendrait pas en compte les aspects de colonisation, etc. On l'a très bien vu en France de nombreuses fois, même au moment des révoltes en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, etc. On voit bien que nos médias, c'est pas des sujets qui veulent aborder, consciemment ou inconsciemment. Il y a vraiment un très fort désintérêt aussi. Et donc il y a cette idée qu'on ne pourrait s'identifier que aux familles israéliennes et qu'on ne pourrait pas s'identifier, ce qui déshumanise totalement effectivement les autres populations qui souffrent même plus. Et pourtant voilà, c'est la mort d'un enfant par exemple, peu importe sa religion, son origine, ça nous touche tous. Et pourquoi effectivement on peut pas avoir des portraits ou des explications ou des témoignages de d'autres populations, et c'est très souvent sur
les Israéliens à qui on va tendre le micro, dont on va recueillir la parole, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu de la manipulation, parce que finalement, après, on peut comprendre très bien que le public qui va pas s'informer ailleurs ressente une plus forte empathie, et puis se disent, peut-être qu'ils l'ont bien cherché quand il y aura des ripostes, etc., que finalement, après avoir vu des gens souffrir, ça paraît naturel de dire, ça justifie aussi en quelque sorte toutes ces répliques, comme ils disent, qui sont faites par la suite. Donc c'est assez complexe. Alors si on arrivait effectivement à avoir des images ça je le répète souvent, mais on n'a pas besoin d'images glauques, on n'a pas besoin d'images de cadavres. C'est pas ça y a pas besoin de ça. Il suffit de témoignages de familles qui ont perdu un proche, et c'est bien suffisant la plupart des êtres humains ressentent quelque chose par rapport à ça, et on a besoin de voir ça pour essayer de comprendre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est tellement compliqué en fait de soutenir par exemple les Palestiniens durant toute cette année. C'est aussi qu'on a tellement peu d'informations, tellement peu accès aux informations. Heureusement qu'il y a des collectifs, qu'il y a des ONG, etc., qui essayent de mettre ça en avant le plus possible. Mais pourquoi la population française ne se lève pas, ne va pas demander des comptes à son gouvernement, ne fait pas des manifestations massives, vraiment, que ce soit un scandale historique, etc. C'est aussi parce que la plupart des gens sont pas spécialement intéressés, mais on ne les pousse pas à s'y intéresser. Et c'est évidemment, ça arrange un petit peu aussi nos gouvernements qui sont trempés là-dedans et qui n'ont pas spécialement envie que leur population vienne leur demander des comptes, vienne leur dire de prendre position, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on réprime beaucoup tous les mouvements de soutien et que c'est très dur aussi de recevoir des informations, quoi. Ouais. Puis c'est aussi dur parce que le travail des journalistes palestiniens dans la bande Gaza est extrêmement compliqué. Bien sûr, ouais. Il y en a encore quelques-uns. Pas considéré, le peu qu'il y a est pas considéré. C'est ça, il n'est pas considéré parce qu'on n'estime pas forcément leur travail, on estime que c'est des... Ils travaillent pour le Hamas, et en plus ils sont visés par l'armée israélienne. Il y a eu 130 morts, je crois, journalistes palestiniens depuis le début. Donc ça, et en plus les journalistes internationaux ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza. Donc ça fait deux choses qui rendent extrêmement compliqué la diffusion d'images, d'histoires, de récits. On a publié nous ce matin dans l'Humanité plusieurs témoignages d'enfants palestiniens recueillis par des journalistes palestiniens qui racontent les bombardements. Il y a des choses un peu atroces, avec un gamin qui a perdu un bras, une jambe, je crois. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure au stream. Voilà. Puis il n'y a même pas de solidarité, c'est-à-dire que nos journalistes à nous devraient pouvoir dire, donc encore une fois, quand je dis journalistes, on s'entend, les journalistes qui malheureusement ont le plus de visibilité finalement, devraient aussi se révolter. En fait, c'est pas normal qu'on ne puisse pas couvrir une guerre, aussi atroce soit-elle. Normalement, c'est le droit international, on doit pouvoir informer, et en plus les journalistes qui sont à Gaza sont visés spécifiquement parce qu'ils portent leur gilet presse, etc. Et ça, c'est clair que ça devrait être quelque chose qui scandalise leurs confrères ici en France. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écho à part effectivement dans quelques médias, mais autrement, c'est un peu... Comme si c'était tout à fait normal, parce que encore une fois ils sont peut-être finalement un peu complices, il y a toujours un peu de suspicion dans le JT de France 2. Donc parce que avec mon camarade Usul, on va peut-être faire une émission un peu par rapport au JT de France 2, donc on a beaucoup suivi ces derniers jours, et c'est vrai que par exemple souvent quand il va y avoir un journaliste qui apparaît à l'image dans le petit bandeau en bas, il va y avoir écrit par exemple journaliste proche du Hezbollah ou proche du Hamas, il y a toujours une petite précision. Et en soi, pourquoi pas? Je trouve que ça peut être très bien pour le spectateur, comme ça. Voilà, exactement. Mais comme ça, effectivement, il sait qu'il va pas. Il sait ce qu'il regarde, il sait qui est en train de lui parler. Par contre, après, on a tous les porte-paroles de l'armée israélienne, etc. Bon, parfois c'est un peu évoqué, mais c'est pas toujours spécifique. Il n'y a pas toujours les indications. Et puis, quand il y a des journalistes israéliens, et simplement écrit journaliste. Alors voilà, pour moi, à ce moment-là, soit ils sont tous journalistes, soit ils sont tous journalistes de tel média, ou effectivement proches de tel parti politique, tel mouvement, etc. Mais effectivement, là, il y a quelque chose où les journalistes vont toujours être suspectés d'être proches d'une mouvance terroriste, etc. Et on sait bien qu'on ne parle pas avec les terroristes. Donc voilà, c'est aussi complexe. Et hâte de voir ça. Donc ce sera peut-être le prochain Rhinocéros, du coup?
J'espère, si tout va bien, oui. Trop bien. On va maintenant un peu parler de ton nouveau format sur Off, Off Investigation, qui s'appelle En Off, dans lequel tu t'attardes sur une enquête et tu reviens un petit peu sur comment elle s'inscrit dans l'actualité, les enjeux que ça a soulevé, quelle polémique ça a pu susciter. Est-ce que peut-être tu peux un peu nous raconter pourquoi tu as voulu faire ce format-là avec Off ? Alors oui, du coup, Off Investigation, c'est un média indépendant qui fait des enquêtes audiovisuelles. Alors moi, je fais pas d'enquête, mais du coup, je travaille avec eux pour analyser, on va dire, les répercussions qu'ont les enquêtes des confrères et consoeurs d'autres journaux, d'autres médias. Et en principe, l'idée, c'est que je prends un sujet un peu général et d'aller voir justement quelles ont été les dernières enquêtes sur ce sujet et quelles ont été surtout les répercussions en fait. Est-ce qu'il y a eu des répercussions judiciaires, comment ont réagi les politiques, comment ont réagi les médias, est-ce que ça a été relayé, est-ce que les gens sont au courant, parce que très souvent on sait que il y a des journalistes qui mènent des enquêtes pendant des mois et des mois, ils sortent une bombe et c'est absolument pas relayé et la plupart des gens sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu l'objectif et en fait je voulais commencer avec effectivement le sujet de la vente d'armes de la France à Israël parce que déjà effectivement c'est un des sujets où il n'y a tellement pas de transparence que je pensais que c'était bien de visibiliser un petit peu ça. Et puis aussi comment on enquête là-dessus et à quel point en fait c'est difficile d'enquêter là-dessus. Alors qu'encore une fois, comme je le disais en arrivant, en fait c'est des documents qui sont censés être publics. Et nous tous en tant que citoyens, je parle pas forcément de journalistes, etc. On devrait avoir accès à ça, on devrait avoir toutes les informations là-dessus. Et les réactions des politiques sont toutes plus. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est alors moi effectivement les enquêtes que j'ai analysées. C'est plus particulièrement, donc on parlait un petit peu de l'enquête de Mediapart là-dessus, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais disons que la grosse enquête qui a un peu déclenché tout ça, elle est sortie en mars. Elle a été réalisée donc par Disclose et par Mars Actu, par les journalistes Ariane Lavrieux et Nina Hubinet, il me semble. Et en gros, elles ont révélé que la France continuait, après le 7 octobre, à livrer du matériel militaire et dont des munitions. Parce que souvent, matériel militaire... On ne sait jamais trop ce que ça veut dire, donc oui, ce serait des composants élémentaires, parfois un vocabulaire technique, exactement. Un peu, et sous-entendu, on vend pas le fusil. Par contre, on vole le fusil on vend les pièces détachées du fusil, donc ce qui revient plus ou moins au même. Et alors très souvent, il va y avoir des réactions par rapport à ça, donc une très grande hypocrisie. Mais on envoie de l'aide humanitaire. Ils essayent de noyer le poisson de toutes les façons possibles et inimaginables, mais à la fin, on envoie de quoi armer Israël. Et on sait qu'ils utilisent ces armes contre la population civile. Et on sait que donc c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a dit, je crois, dès janvier qu'il fallait arrêter de vendre des armes à Israël. Enfin, il y a énormément d'associations, de collectifs, donc évidemment Amnesty, BDS, collectif Stop Arming Israël, qui alertent. Il y a également 30 syndicats palestiniens qui, dès le 16 octobre, donc une semaine après le 7 octobre, avaient déjà demandé aux pays du monde d'arrêter la vente d'armes. Enfin, absolument toutes les sonnettes d'alarme ont été tirées. Et donc cette grande enquête, elle révélait, grâce à des photos, que la France continuait de participer en fait à ce génocide en envoyant du matériel militaire à Israël. J'étais toujours hyper étonné, moi, justement, du point de départ de cette enquête. C'était effectivement une photo il me semble, d'un chargement d'un colis devant une usine où on voyait qu'avec à Marseille, qu'en fait, il y avait sur le bon de livraison, en fait, on pouvait déduire que c'était envoyé en Israël. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une aiguille dans une botte de foin, quoi. S'il n'y avait pas eu cette image, on n'aurait pas su tout ce que ça a révélé ensuite, quoi. J'ai toujours trouvé ça un peu incroyable. Hein. Puis aussi, on imagine aussi le danger pour les sources de s'attaquer à quelque chose comme ça. Il y a aussi toute la question, par exemple, des industriels, de ceux qui fabriquent toutes ces armes, etc. Donc, par exemple, justement, Stop Arming Israël, ils vont souvent, ils essayent, en tout cas, de s'approcher des industries pour, par exemple, informer les travailleurs. Parce que effectivement, les sources pourraient aussi, pourquoi pas, venir et donc les patrons, disons, les dirigeants de ces industries, dès qu'ils sont au courant qu'il y a des militants de Stop Arming Israël ou d'un autre collectif qui vont s'approcher, ils vont carrément diffuser sur des écrans, par exemple, dans l'usine, etc. Donc ça, c'est un des militants qui a raconté ça sur le podcast Avis de Tempête. Tu parles aussi dans Off, tu parles aussi de ces militants-là, ouais. Ouais, j'en ai mis un petit extrait, mais toute l'émission est intéressante. Et donc, il y a carrément, en fait, toutes des stratégies où on dit aux salariés, par exemple, de sortir par une porte arrière, de
sortir 2 heures avant. De pas venir, de rester en télétravail. Exactement, pour qu'ils ne croisent surtout pas les militants. Donc on imagine aussi donc, à quel point ils peuvent avoir peur que les salariés donnent des informations dont nous, on aurait terriblement besoin. Et ça aussi, c'est vrai que les industries d'armement, donc on en parle très très peu, mais justement dans nos médias, par exemple, on n'en parle même jamais. On sait pas. Tout est très flou en fait. Mais même au-delà de même avant le 7 octobre, juste la vente d'armes de la France à l'étranger, on n'y connaît rien du tout, on nous en parle absolument jamais, et pourtant c'est extrêmement important. Alors c'est important déjà, donc, par exemple, voilà, depuis le 7 octobre, si on participe à un génocide, ce serait peut-être bien qu'on le sache. Donc déjà, premièrement, par rapport à nos affects, bien sûr, personne, comme je disais, 90% des Français sont contre qu'on massacre des civils, et je ne sais pas qui sont les 10% restants, mais on ne veut pas le savoir. On veut pas le savoir. Mais en tout cas, toute la population, la grande majorité de la population française, évidemment, est contre ça, et même si on va au-delà de nos affects et du fait qu'on ne veut pas participer à ça, on se retrouve complice. Et en fait, un jour, j'espère, entre guillemets, qu'on va payer pour ça. Parce qu'un jour, Israël devra rendre des comptes et nous, on aura participé à ça aussi. Et voilà, c'est vrai que la France et Israël s'échangent en fait beaucoup de... Enfin, ils ont un rapport avec... comment dire, le monde militaire, pas seulement l'armée, disons. C'est-à-dire que la France, à la fois, va envoyer effectivement... Voilà, on imagine des bidules à Israël, que Israël en fait pourrait très bien fabriquer elle-même. C'est effectivement ce qui est aussi dit dans l'émission par Patrice Bouvray, le cofondateur de l'Observatoire des armements. Israël pourrait, on le répète tout le temps, ils sont super performants, très bons en technologie, etc. Ils pourraient très bien fabriquer tout ça eux-mêmes. Simplement, le fait d'acheter à d'autres pays fait que les autres pays font partie aussi deviennent complices et c'est assez ça crée en fait tout un comment dire. Ça nous c'est une question que tu abordes, une des personnes que tu fais parler dans le format aborde, c'est que c'est en fait d'abord une question politique avant d'être une question économique. Oui. Je sais plus qui... c'est Patrice Bouvray à mon avis, parce que justement, il me semble qu'on avait sélectionné un petit passage. Il est où? Il est là. Mais il y a quelque chose d'intéressant à signaler. Le discours expliquant que la vente d'armes est indispensable pour les finances du pays n'est pas forcément vrai. Si la France n'exportait plus, en réalité, ça ne mettrait pas l'économie en danger. Cette industrie de pointe est l'un des moteurs de notre économie. On nous présente toujours les ventes d'armes comme une nécessité économique. C'est pas une nécessité économique, c'est une nécessité politique. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que le gouvernement veut pas qu'on en débatte dans le pays. Ce monsieur... Je trouvais ça intéressant ce passage parce que ça montre bien. Alors après, il parle, c'est pas économique, c'est politique. En fait, c'est un peu les deux quand même. On imagine quand on parle de diplomatie, il y a forcément aussi des enjeux économiques, j'imagine. Oui, alors après, ce que j'allais dire, c'est que aussi, en plus de s'échanger du matériel, les armées françaises et israéliennes s'échangent aussi par exemple des formations. On a des formations ou d'autres technologies, on va dire, de renseignement, etc. C'est pas du tout que par rapport aux armes, il y a aussi plein d'autres petites choses qui viennent en jeu. Et effectivement, ce qu'explique Patrice Bouvray, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de cet argent. On n'a vraiment pas besoin d'envoyer parce qu'on dit toujours, d'ailleurs même c'est pas que par rapport à Israël, c'est le budget de l'armement, on dit toujours oui, mais si on vend des armes, on est un exportateur mondial, ça nous fait rentrer de l'argent, je veux pas redire les chiffres pour pas dire de bêtises, mais je sais que je les cite, il me semble. Et en fait, on pourrait parfaitement s'en passer, et parce que ça représente vraiment très 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 peu, et donc que c'est vraiment effectivement c'est fait pour avoir des liens un petit peu d'interdépendance ou des liens politiques, etc. avec d'autres pays, et voilà, et malheureusement sur une industrie de la mort, du massacre, etc. Mais est-ce que ça veut dire que du coup la France a peur de perdre son statut comme ça d'acteur important? Alors c'est pas le premier, mais c'est le deuxième, je crois, exportateur d'armes au monde. Oui, c'est devenu le deuxième, parce que la Russie maintenant. Voilà. Et est-ce que du coup ça veut dire que la France a peur de perdre ce statut-là? C'est une bonne question. Non, peut-être pas particulièrement. Je sais pas si la France se vante tellement d'être le deuxième exportateur. Quand on interroge les responsables politiques, au contraire, ils essayent de minimiser le plus possible. Alors en ce moment, en tout cas,
Après, je ne saurais pas tellement répondre à ta question sur ça, mais en tout cas, dernièrement, quand on leur pose des questions, ils essayent au contraire de dire non, mais nous, ce qu'on envoie, c'est. Donc voilà, par exemple, à Israël, c'est 0,2% des armes qu'a Israël, etc. Enfin, c'est toujours ça de trop. En fait, de toute façon, on disait, même si on envoyait une seule balle, une seule munition qui finit dans la tête d'un enfant, c'est pas possible. Et effectivement, il y a toujours ce truc de mais on envoie de l'aide humanitaire. C'est vraiment voilà, mettre un pansement sur. Enfin, et donc en ce moment, ils essayent le plus possible. Donc voilà, quand les rares fois où sont interrogés Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et puis à l'époque, on va dire, enfin à ce moment-là, au moment où les responsables politiques ont répondu, il y avait Prisca Thévenot, il y avait Gabriel Attal, etc. Ce que je trouve intéressant aussi avec la vidéo, c'est que on peut voir un petit peu la gêne que provoquent les questions sur la vente d'armes à tous ces responsables politiques. On peut voir l'irritation, parce que c'est vrai que c'est repris évidemment dans les articles de presse et tout ça, mais quand on les voit, ils s'énervent, on en a déjà parlé plein de fois, et en fait, moi pour avoir cherché pendant des jours et des jours, non, ils en ont pas du tout parlé plein de fois. Je crois que j'ai mis 3 extraits, c'est les 3 seuls extraits qu'on peut trouver sur Internet, et ça les agace, ça les énerve, ils ne veulent pas. En plus, voilà, ils vont toujours dire voilà, c'est la gauche qui nous embête, la gauche qui n'a pas condamné, etc. Parce que c'est seulement des députés de gauche qui demandent des comptes. Ça aussi, c'est quand même problématique. Enfin, je veux dire, il faut quand même s'interroger là-dessus. Et je ne sais plus qui en parlait. Du coup, voilà, donc parmi les matinales que j'ai écoutées ce matin, mais voilà, à une époque quand même, la droite aussi, posait des questions par rapport à tout ça. Là, voilà, on a vraiment une droite qui accepte totalement. Le soutien inconditionnel à Israël, et c'est assez impressionnant. Mais ce que tu disais aussi, c'est que donc ça les agace, et une des réponses qu'ils apportent, c'est d'abord c'est que des composants, des bidules, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est aussi que ça ne sert qu'à défendre Israël, le dôme de fer, etc. C'est avec nous ce qu'on leur envoie, c'est certainement pas pour tuer des gens, c'est plutôt pour protéger Israël des attaques du Hamas notamment ou du Hezbollah. C'est toujours un peu les mêmes rhétoriques finalement. Oui, ça c'est vrai que c'est très intéressant parce que déjà ils nous disent voilà, c'est que pour la défense d'Israël, mais jamais ils ne donnent la moindre preuve de ça. On n'a pas de documents, et en fait il est impossible de le savoir puisqu'il n'y a pas de contrôle. En fait les quelques contrôles, et encore on ne sait même pas tellement quels sont-ils, comment sont-ils réalisés, etc., se font en amont, mais après, une fois que les armes ont été envoyées dans le pays destinataire, il n'y a plus aucun contrôle. Donc on peut légitimement se poser la question de est-ce que vraiment Israël, enfin ils font bien ce qu'ils veulent en fait, une fois qu'ils ont notre matériel militaire dans les mains, ils en font ce qu'ils veulent. Donc que ce matériel est servi contre des populations civiles, ça paraît assez probable. Et en fait, ce qui aurait dû arriver aussi, c'est que, admettons, ils envoient que pour la défense, ils ont la conscience tranquille. Quand est sorti l'article de Disclose et de Mars Actu, qui a été quand même, qui malheureusement n'a pas eu assez de retentissement selon ce que ça aurait dû être, mais qui est quand même un scandale, un véritable scandale, à ce moment-là, les politiques auraient dû dire non mais là, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, donc voilà, les fameux députés, les 115 députés qui ont demandé des comptes, c'était juste après la sortie de l'article. Et effectivement, là, il aurait dû y avoir une véritable réaction où la France aurait dû demander à Israël, quand même il n'y aurait pas eu de réponse de la part d'Israël, ce qui est fort possible. Mais ils auraient dû au moins dire, on demande des comptes à Israël, et qu'est-ce que vous faites avec avec ce qu'on vous envoie, etc. Mais bon, de toute façon, malheureusement, c'est un peu tard. Et ça aussi, évidemment, c'est des choses qu'on devrait totalement revoir. Si on continue à vendre des armes, dans l'idéal, on arrête. Mais si vraiment on continue à vendre des armes, peut-être se dire, il faudrait qu'il y ait un contrôle permanent. Après, voilà, c'est vrai que ça reste des questions auxquelles, moi, je ne serais pas assez spécialiste là-dessus. Mais en tout cas, le fait de dire, oui, on envoie et puis après, ils en font ce qu'ils veulent, on se doute bien que la plupart de nos armes dans le monde servent contre des populations civiles. Et voilà, et puis, on est bien content de ne pas savoir, quoi. Je vois, ça discute pas mal dans le chat. Tuer de manière indifférenciée les populations civiles aura tendance, comme dans toute guerre asymétrique, à renforcer l'ennemi combattu. Bizarrement, les médias mainstream n'en tiennent pas compte. Pour eux, le Hamas peut être totalement détruit, ce qui me paraît impossible avec cette méthode bourride et génocidaire. Alors, j'ai pas tout très bien compris. Bizarrement, les médias mainstream n'en tiennent pas compte. Qu'est-ce que t'en penses, Loumi? Est-ce que t'as compris la question? Est-ce que t'as compris la remarque de... Putain, j'ai perdu ma souris. Tu le lis où, pardon? Je le lis là, parce qu'en fait, là, je pense que c'est trop... c'est cette question-là. Tuer de manière indifférenciée les populations civiles aura tendance, comme dans toute guerre asymétrique, à renforcer l'ennemi combattu. Bizarrement, les médias mainstream n'en tiennent pas compte. Est-ce que tu es d'accord de ça? Que les médias mainstream n'en tiennent pas compte? Renforcer l'ennemi combattu.
J'avoue que j'ai un peu pas bien compris non plus. Après, c'est sûr que les médias ne prennent pas du tout compte que les populations civiles soient tuées. Je crois que c'était cette semaine où on a eu droit quand même à une intervenante dans formidable émission Les Grandes Gueules sur RMC qui s'appelle Barbara Lefebvre, qui a quand même donc elle a quand même depuis le 7 octobre fait énormément de déclarations. Vraiment très 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 limite, et là elle a carrément déclaré en gros que s'il y avait des femmes et des enfants qui étaient tués au Liban, c'est aussi parce que c'est des femmes et des enfants qui avaient choisi de rester proches de membres du Hezbollah, et donc c'est comme ça, c'est leur choix, hein. Et donc c'est sorti sur le plateau, ça n'a pas créé un véritable scandale, et on pourrait considérer ça effectivement comme de l'apologie de crimes de guerre, etc. Enfin, c'est quand même très très impressionnant de pouvoir sortir des choses comme ça, mais en fait la justification du meurtre d'enfants, elle est permanente depuis le 7 octobre, et ça paraît complètement impossible, et pourtant ça n'arrête pas. Et on en avait parlé un petit peu à la fête de l'UMA, et évidemment Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, tous les on va dire la bande de francs-tireurs, Christophe Barbier, mais aussi parmi tous ces éditorialistes connus, on a Michel Onfray, on a BHL, enfin tous c'est terrible. En tout cas pour beaucoup d'entre eux, on va pas dire, ont parfois carrément soutenu le meurtre de civils et d'enfants. On dit, ça c'est quelque chose. Pourtant, on sait que nos médias sont de plus en plus radicaux, vont de plus en plus vers l'extrême droite, dépassent les limites très 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 souvent, surtout évidemment sur certaines chaînes. Mais là, vraiment, moi, il y a un an, on m'aurait dit, on a des journalistes qui en plateau vont justifier la mort d'enfants et que personne ne reprenne ça, j'aurais pas cru. J'aurais dit quand même là, mais la déshumanisation est telle, et le racisme, parce que c'est quand même ça aussi, le racisme est tellement violent et tellement puissant que de toute façon, maintenant ils sont considérés comme moins que des humains. Et à partir de là, effectivement, voire même des ennemis. Même les enfants sont des ennemis qui de toute façon vont grandir, devenir des terroristes. Enfin, c'est vraiment ce genre de discours, et qui sortent de la bouche de personnes qui sont invitées en permanence. Vraiment, c'est pas une espèce d'extrémistes qu'on invite de temps en temps histoire d'eux. C'est vraiment des personnes qui sont sur les plateaux au quotidien, tout le temps, et qui encouragent des horreurs. Mais moi j'ai l'impression que ça se colle aussi très bien à la rhétorique d'Israël et de Netanyahou, de dire que oui, on tue des civils, mais en fait c'est parce que il y avait un responsable du Hamas quand c'était dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Là maintenant c'est parce qu'il y avait un responsable du Hezbollah. Donc il me semble qu'on avait fait une enquête, il y a un truc qui était sorti sur Lavender, le logiciel d'intelligence artificielle qui calculait en fonction de la cible le nombre de civils qui étaient OK de tuer. Donc par exemple c'était une petite cible, 20 civils c'était ok. C'était une grosse cible, ça pouvait aller jusqu'à 100 civils je crois, etc. Et donc tout ça pour dire que je trouve pas ça étonnant de retrouver cette rhétorique en fait d'Israël, parce qu'en fait la justification c'est toujours pareil, c'est oui on tue des civils, on tue des femmes, on tue des enfants, mais c'est parce qu'il y avait un responsable du Hamas, c'est parce qu'il y avait un local d'armes, je sais pas quoi, ça se colle très bien finalement, les deux discours se superposent. Oui, tout à fait. Puis alors en plus, on reprend, nous, dans nos médias, les éléments de langage de l'armée israélienne, parce qu'effectivement, on va dire que ce sont des frappes précises. On parle d'opérations terrestres limitées. On reprend tous leurs mots, et effectivement, donc à chaque fois, il va y avoir aussi des reportages avec des images où on montre, mais regardez, par exemple, quand ils ont bombardé l'appartement où il y avait un des dirigeants du Hamas, une photo comme ça où on voit que tout l'immeuble tient droit, et puis il y a juste l'appartement qui a été visé. Et alors là, on a des journalistes qui s'extasient en plateau en disant mais alors, vraiment la technologie de l'armée israélienne, ils sont hyper précis. C'est vraiment ciblé, c'est vraiment bon. Après s'il y a des gens à côté, et ça c'est donc déjà bon. On sait que non, c'est pas le cas, c'est faux. Parfois il y a des hôpitaux, des écoles entières qui ont été bombardées, des personnes qui allaient chercher de l'aide humanitaire sur les chemins, sur les routes. Enfin bon, bref, on a 1000 preuves que non, c'est pas juste des combattants du Hamas qui sont visés, mais en plus, quand bien même vraiment ils essayaient d'être le plus précis possible, de cibler vraiment tel ou tel individu, en fait c'est pas acceptable qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne à côté innocente qui soit tuée. Ça fait pas partie des dommages collatéraux, comme cette expression affreuse qu'on dit souvent. Et ça, par exemple, ça a été complètement accepté. Oui, mais forcément, en même temps, ils se servent de boucliers humains. Il y a des civils à côté, mais il faut bien les éradiquer, etc. Non, c'est complètement inacceptable. Et on nous dirait ça en France. Et il y a un terroriste qui se cache à tel endroit. Bon, du coup, on va bombarder le quartier.
pour avoir ce mec-là, on serait complètement en dire mais c'est dingue. Et pourtant, on l'accepte ça et voilà, dans notre presse, etc. C'est bon, c'est comme ça, c'est la guerre. Il faut bien qu'ils se défendent. Ah ouais, mais là, non, là, on a tout dépassé, quoi. Il y a une personne qu'on entend tout le temps, enfin qu'on entendait beaucoup, un peu moins maintenant, un des porte-parole de l'armée israélienne, là, comment il s'appelle Olivier Rafovitch. Ouais, Si, ouais, il était encore hier sur BFM toute la soirée, sur France 2, au JT. Je regarde plus la télé, merde. Si. Il est encore il a peut-être été un petit peu moins. Ouais, j'ai l'impression qu'il était un peu là. Ouais. C'est Julien Baloul aussi qui était. C'est fou comme ça de continuer à inviter des gens. Enfin, pourquoi est-ce que tu penses que parce que c'est des bons clients, ils parlent bien, c'est facile pour les journalistes, ils font de l'audience? Pourquoi on continue d'inviter systématiquement ces gens-là sans en plus les replacer dans le contexte, quoi? Enfin, sans vraiment expliquer d'où ils parlent, quels intérêts ils défendent. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, effectivement, ils fournissent des images. Voilà, ils invitent les journalistes à les suivre. Même ils font un peu des mises en scène. Parfois, ils font venir des journalistes, par exemple, dans une salle, et ils montrent donc dans la salle, il y a toute une espèce de tas d'armes. Et ils disent voilà ce qu'on a récupéré du Hezbollah. Et puis ensuite, ils vont montrer voilà pourquoi ils veulent faire telle ou telle chose. Enfin, ils font presque des conférences de presse. Ils font des réunions, etc. Donc déjà, il y a aussi peut-être que c'est beaucoup plus facile d'obtenir de leur information. Et puis après, évidemment, bien sûr, c'est de la propagande. Et on sait que, notamment, par exemple, si on prend BFM TV avant appartenait à Patrick Drahi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Rodolphe Saadé, mais pendant tous les premiers mois, on va dire, après le 7 octobre, c'est une chaîne qui appartenait à Patrick Drahi. Patrick Drahi, il est aussi propriétaire de I24 News, qui est une chaîne de propagande israélienne. Et les locaux sont dans le même... Enfin, c'est les mêmes locaux pour BFM et pour I24 News. Donc on se doute bien que si BFM TV, déjà, voilà, a un propriétaire qui soutient la propagande du gouvernement israélien, va vouloir que sur sa chaîne, on sait très bien que voilà, les propriétaires, ils imposent quand même leur vision. Donc là-dessus, sur cette chaîne, on voit beaucoup de porte-parole de l'armée israélienne qui se relaient, parfois qui sont présentés comme des spécialistes de la société israélienne, et pas comme voilà, ce que disait Julien Baloul, par exemple, qui était community manager et ancien porte-parole de l'armée israélienne. Il n'est pas présenté comme ça, il est présenté comme spécialiste de la société. Bon, ça veut tout et rien dire. Et c'est vrai qu'on imagine aussi facilement que s'ils sont dans les mêmes locaux aussi, I24 News et BFM TV, forcément il y a des éditorialistes qui vont d'un plateau à l'autre, etc. Donc voilà, pour prendre en tout cas l'exemple de cette chaîne-là, il y a à la fois la facilité et puis aussi bien sûr une volonté de reprendre la propagande. Et aussi, c'est pas que la faute des médias. Enfin, les médias ont ce gros défaut. Encore une fois, on va dire les médias mainstream. Tu peux. Ils ont ce gros défaut aussi de suivre aussi les décisions et les positions du gouvernement. Et donc, comme le gouvernement s'est prononcé plusieurs fois pour un soutien conditionnel à Israël et Emmanuel Macron d'ailleurs s'énerve toujours un peu quand on lui parle de la Palestine. C'est très impressionnant à quel point il fait en sorte de pas en parler. Et vraiment, quand il n'a pas le choix, ça l'agace, ça l'énerve, ça l'irrite. C'est très impressionnant. Tu montres d'ailleurs un passage de ça où il y a une personne qui l'interpelle dans la rue et qui très vite il s'énerve alors que une femme en pleurs. Ouais, c'est ça, une femme en pleurs qui raconte, je sais plus sa famille, je sais plus quoi, mais bref, c'est un discours un témoignage assez touchant, assez poignant en pleurs. Et effectivement, Emmanuel Macron qui le balaye de la main et qui presque l'accuse elle de dire mais si j'ai fait des trucs. Enfin, c'était un peu terrible. Ah oui, et puis alors il y a cette scène là. Mais il y a une scène depuis que j'ai sorti l'émission qui est encore plus frappante, où c'est une femme dans la rue qui l'interpelle et qui, elle, non, parce que voilà, la personne que je montre, c'est quelqu'un qui n'endort plus de la nuit, mais qui n'a pas de famille sur place, etc. Mais donc ensuite, il y a une autre femme qui l'a interpellée, qui pour le coup, alors c'était à l'étranger, je sais plus, quand il était au Canada peut-être, et à ce moment-là, elle avait perdu sa fille. Et donc, elle lui dit qu'il a du sang sur les mains et elle lui explique qu'elle a perdu sa fille et je crois qu'il a une réaction absolument monstrueuse en disant oui, je comprends bien, mais en gros, c'est pas mon problème. Et donc ça, c'était hyper frappant. Voilà, ça c'est sorti il y a pas très longtemps. Enfin, en tout cas, moi, j'avais déjà fait l'émission et cette scène est assez frappante parce que il a beau essayer de faire semblant d'avoir de l'empathie, là, il s'est retrouvé un peu piégé. Puis il a dit oui, écoutez, ma bonne dame, bon courage. Et donc c'est vraiment glaçant. Et donc il ne supporte pas, il n'y a que les gens dans la rue qui de temps en temps arrivent à lui sortir, à lui arracher un mot, mais sinon il n'en parle pas, il fait en sorte de surtout pas en parler. Mais en tout cas, voilà, les médias, comme ils suivent de manière générale la ligne du gouvernement, ça paraît assez logique aussi que ils soutiennent Israël aussi. Peut-être on va regarder le monde dont je parlais pour que les gens sachent de quoi on parle.
Parce qu'on fait comme si... Des enquêtes qui révèlent qu'on est peut-être complice de crimes de guerre, voire de génocide à Gaza. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, ne laissez pas ces enfants mourir. Non, je sais. Il y a des enfants, moi, ça fait presque 7 mois, je fais que pleurer. Mais pourquoi rien ne bouge alors que beaucoup de Français... donc c'est cette scène-là, et je crois que t'en passes un deuxième extrait après, non? Ah voilà. Ouais, même peut-être 3. Je pense qu'il y a eu, ça a été lancé par cette attaque du Hamas, qui a une responsabilité colossale. Là, il y a des caméras. Et toujours, donc, on renvoie toujours... Vas-y. Non, j'allais dire, je crois que si tu mets un tout petit peu après, c'est le moment qui, moi, m'a le plus scandalisé. Non, ça doit être juste après, je dois dire peut-être une suite. Parler de la responsabilité du Hamas, de celle du gouvernement. En fait, ils disent dans on envoie de l'aide humanitaire. C'est même qu'ils faisons. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des opérations humanitaires pour essayer d'en soigner le maximum. C'est vrai de soigner, mais c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le faisons. Vous avez entendu? C'est nous qui le faisons. Voilà. En fait, moi, c'est ça qui m'a un peu glacée. Je me rappelle plus. Pourtant, elle est connue, on la voit souvent. Oui, je me rappelle plus de son nom. C'est pas grave. Mais donc, cette était pas ministre. Était député, je crois. Bon. Ouais. Donc cette personne en tout cas qui accompagne Macron, qui dit c'est nous qui le faisons, c'est nous. Et en fait, elle se place là, elle ose carrément se placer en sauveuse des Palestiniens qui sont en train de se faire massacrer avec la complicité de ce gouvernement, et elle ose faire croire que on est en train de les sauver. C'est nous, quoi. Et ça, c'est vraiment moi, quand j'ai entendu ça, on a envie de tout casser. Et ouais, c'est vrai qu'aussi, voilà, ce qui est un peu glaçant dans cette scène, c'est que là, vraiment, c'est une femme qui est désemparée, qui supplie pour demander de l'aide, puis l'autre qui reste dans son rôle à faire le malin et à dire, écoutez, ouais, ça fout un peu les nerfs. Peut-être dernière question, Loumi, un peu plus actu. Tu n'as sûrement pas... Ça t'a pas échappé, cette petite déclaration d'Emmanuel Macron sur France Inter samedi, je crois? Donc la communauté internationale est impuissante aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Quand on entend cette déclaration, il faut cesser la livraison d'armes, mais de toute façon, la France n'en livre pas. Toi qui as bien travaillé sur le sujet, c'est quoi ta réaction? En fait, c'est là où il joue vraiment sur les mots, parce que c'est un peu ce qu'on disait au début. C'est qu'on n'a pas la preuve, même si ce serait totalement possible, puisqu'on n'a aucune information. On n'a pas la preuve qu'ils envoient l'arme complète, mais à partir du moment où on a les preuves, déjà qu'ils envoient des munitions, quelle est la différence profonde? Parce qu'au niveau moral, si on peut dire ça comme ça, parfois c'est bien aussi d'en avoir, il y a un moment donné où, en fait, qu'est-ce qu'on considère, c'est quoi la différence entre envoyer les éléments d'une arme, les munitions qui servent à tuer les gens, etc. Donc voilà, là, il peut s'amuser à jouer sur les mots, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de preuve qu'on envoie une arme complète ou un tank. Bon, peut-être si on envoyait un tank, ce serait pas très bien. Ça se verrait, ouais. Mais donc là, puis alors c'est vrai que cette séquence, elle est un peu, on sait pas trop s'il essaye de se rattraper. Là, la France n'en livre pas. Et moi, alors je me rappelle pas quelle est la suite, mais est-ce que, là, le travail du journaliste normalement, c'est de relancer, de dire, mais attendez. Je crois qu'il fait un petit tunnel sur la politique internationale et tout. On peut écouter la suite. Au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Et c'est pourquoi, de la même manière, tous ces derniers jours, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'arrêt de ces opérations et d'essayer d'engager le maximum d'États de la région et à l'international pour porter la même pression. Et justement, quel rôle la francophonie peut-elle et doit-elle jouer dans ce contexte-là? Vous recevez... Il n'y a pas de relance, en tout cas, sur les armes, quoi. Ouais, c'est dommage, parce que ça aurait été... C'est lui qui a introduit le sujet, alors que la journaliste ne lui a même pas posé la question. Ouais, et puis c'est quand même, ça fait partie de nos priorités, en fait. Enfin, là, par exemple, la grande majorité comme on disait, que ce soit les collectifs ou des militants qui se battent pour le cessez-le-feu, en soutien au peuple palestinien, etc. C'est parmi les toutes premières revendications. C'est la base. C'est déjà, on arrête. Ça sert à rien autrement. Évidemment, l'humanitaire, les belles paroles, les tweets formidables. Il peut bien faire toutes sortes de choses, Macron, mais la base de la base, c'est en fait, il faut arrêter. Et alors. Il y a toujours ce truc, effectivement, c'est les États-Unis, je crois, qui vraiment envoient peut-être 90%, je dis des chiffres au hasard, mais énormément, la grande majorité des armes qui sont fournies, c'est les États-Unis. Donc, peut-être que ça ne ferait pas une différence majeure qu'on arrête de le faire. Mais symboliquement, là, encore une fois, je sais que les mots sont forts, mais on est peut-être complice d'un génocide.
c'est quand même bon, voilà quoi, l'histoire nous jugera. Et donc là, pour le coup, ouais, c'est vraiment important de lui demander des comptes, même s'il fuira comme l'ont fait avant Le Cornu, Prisca Thévenot, Gabriel Attal. Gabriel Attal, voilà, qui lui aussi, c'est une question sur laquelle voilà, il ne supporte pas d'être interrogé. Et c'est quand même quelque chose, voilà, que nous, on a en droit de se dire, mais justement, s'ils avaient rien à cacher, puisque vraiment il n'y a pas d'armes, où sont les documents, où sont les preuves qui devraient être normalement données depuis juin? Pourquoi est-ce que vous vous exprimez pas clairement? C'est quoi? Enfin, on n'a rien. Et donc c'est pour ça qu'on est en droit de se dire, non, soit on nous ment, soit on nous cache des choses. Enfin voilà, là pour le coup, mais c'est très compliqué. C'est évidemment ceux en plus qui essayent de se battre pour demander des comptes et tout ça sont réprimés très fortement. Il y a aussi beaucoup d'actions judiciaires menées contre eux. Il y a de la surveillance, des poursuites parfois. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe et pourtant on est tous concernés par rapport à ça, quoi. Peut-être dernière question du chat. D'après vous, les journalistes ont-ils conscience de leur parti pris sur ce conflit? J'ai le sentiment que la haine de l'arabe justifie pour eux ce manque de rigueur professionnelle et que c'est assumé. Alors, je pense pas que c'est pas assumé, c'est sûr que c'est pas assumé. Après, est-ce que les journalistes est-ce qu'on a conscience de notre parti pris? Effectivement, alors là, ce qui est justement souligné, c'est le grand racisme qui règne dans beaucoup de rédactions. Un racisme qui, voilà, comme le racisme en général est parfois conscient, mais la plupart du temps complètement inconscient. Je pense qu'ils sont persuadés dans le camp du bien, puisque de toute façon, ils l'ont dit, hein, les Israéliens, c'est les Occidentaux comme nous, on a le même mode de vie, c'est un peu notre mode de vie qu'on défend. Voilà, comme il avait dit, les Ukrainiens, c'est quand même des gens qui ont des voitures, je sais plus, c'est Olivier Truchot, je crois, qui avait fait cette phrase. Quand même, ils ont des voitures. Sous-entendu, ils sont blancs et ils ont un peu plus de sous que ceux qui crèvent d'habitude et dont on se fout parce que de toute façon ils nous intéressent pas. Et donc évidemment eux se voient tous dans le camp du bien quand on entend bien sûr voilà les Enthoven et tout ça, c'est ils sont voilà, dans la défense absolue d'Israël et aussi absolument contre l'antisémitisme, mais du plus profond de leur âme. Ça en devient suspect en fait. Et d'ailleurs ça renforce aussi l'antisémitisme que d'accuser les personnes qui soutiennent les Palestiniens, qui sont en train de se faire massacrer, ça pourrait être n'importe quel autre peuple, de traiter toutes les personnes qui les soutiennent d'antisémites. C'est hyper dangereux. Et d'ailleurs, on invite très rarement sur les plateaux, par exemple, des collectifs de juifs décoloniaux comme Tzedek, voilà, exactement, qui pourraient justement donner d'autres voix. Et en parallèle de ça, voilà, on va adoucir l'image de quelqu'un comme Marine Le Pen, qui pourtant sait très bien voilà, quelles sont les origines de son parti. Il n'y a aucun doute sur l'antisémitisme de ce côté-là. Il y a eu des condamnations et tout ça, mais là, voilà. Donc, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une partie inconsciente, mais voilà, qui fait aussi qu'ils ont une islamophobie et un racisme qui est tellement profond que de toute façon, voilà, eux considèrent que ils défendent leurs valeurs, ils défendent finalement, oui, enfin... Ouais. Merci beaucoup, Lumi. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou est-ce qu'on se quitte là-dessus? Non, pas particulièrement. Non, peut-être, ouais, je pense que voilà, tout le monde doit le savoir, mais continuer à se mobiliser le plus possible. Voilà, de pas s'endormir, de pas oublier ça, surtout. Je me demande s'il n'y a pas une manif demain une manif féministe contre l'armement, je crois. Faudrait vérifier, regarder dans... Alors, c'est à Paris? Je crois. Alors, si c'est à Paris, je saurais pas. J'ai pas vu l'info. Bon, mais après, il y a toutes sortes de façons de se mobiliser. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à soutenir BDS, Stop Arming Israël, Amnesty. Enfin voilà, et puis voilà, justement relayer toutes les enquêtes qui sont faites par les médias qui ont besoin de visibilité. Et voilà, les journalistes d'ailleurs sont persécutés pour enquêter là-dessus. Ça, on l'a pas dit, mais tu mentionnais Ariane Lavrieux tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a été la cible d'une répression assez forte. Ouais, elle a été perquisitionnée, 39 heures de garde à vue. On a une collègue à Blast, ça a été 48 heures de garde à vue. Donc voilà, c'est aussi tout ça est à prendre en compte. Donc voilà, peut-être pour le dernier mot, pour cette journée, on va dire, faut surtout pas qu'on oublie tout ce qui se passe et qu'on essaye, même si c'est très difficile, de lutter pour que tout ça s'arrête, quoi, parce que c'est quand même un cauchemar.
Merci beaucoup Lumi. Le chat, allez voir le nouveau format de Off Investigation qui s'appelle En Off. Il n'y a qu'un épisode pour l'instant, mais il y en aura un par mois, c'est ça hein Voilà, donc allez suivre le travail de Lumi, allez suivre le travail aussi de Lumi sur Blast, avec Rhinocéros notamment, avec Usul. Soutenez les médias indépendants. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un don à l'Humanité avec point d'exclamation don dans le chat. Vous pouvez aussi vous abonner à l'Humanité. On a pas mal discuté, alors pas trop avec toi, mais avant, on a beaucoup discuté de tout ce qu'on avait fait pour le 7 octobre à l'Humanité, de tous les articles, tous les reportages qu'on a écrits. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à aller lire l'Humanité. Encore merci Lumi d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Bah ouais, toujours un plaisir, on espère qu'on va te revoir vite. Le chat, je vous dis à bientôt. Alors j'ai aucune idée, normalement il y a un stream jeudi, mais j'aimerais bien qu'on confirme le sujet du stream. Est-ce que quelqu'un de la technique Normalement il me semble que c'est un stream autour de PTT, mais j'aimerais bien qu'on me confirme. Est-ce que... Non, toute personne n'a rien à foutre. Hein? C'est quoi le stream de jeudi? De quoi le stream de jeudi? Jeudi, c'est PTT. Avec Violaine de Philippis. Donc un stream sur PDD avec l'avocate féministe Violaine de Philippis qui décryptera, qui expliquera tout ça. Et puis voilà, donc on se retrouve jeudi. Merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été aussi actifs dans le chat. On se retrouve jeudi. Portez-vous bien et puis à bientôt. Salut!